débutons cette seconde partie le 7e jour de notre itinérance dans la spectaculaire cité de Turenne, fief du huguenot Henri de la Tour d'Auvergne. Puis ce seront la ville d'Uzerche, les châteaux de Pompadour, Bonneval, Chaluçay, Guillaume, du Bouchet, Dazay-le-Ferron et bien d'autres qui agrémenteront notre lente remontée vers la ville de Bourges et son riche patrimoine. Devenue un véritable état féodal à la suite des croisades, la vicomté de Turenne jouit du Moyen Âge au XVIIIe siècle d'une autonomie complète et forme un état dans l'état. Jusqu'en 1738, les vicomtes agissent en véritables souverains. Ils réunissent des états généraux, lèvent les impôts, battent monnaie et anoblissent. Entre 1444 et 1738, la vicomté devient la possession de la famille de la Tour d'Auvergne. À leur apogée, Henri de la Tour d'Auvergne, corélégionnaire et compagnon d'armes du roi Henri IV, devient duc de Bouillon et prince de Sedan. Son fils Henri, fabuleux stratège, maréchal de France, reçoit le surnom de Grand Turenne. Mais c'est l'aîné, Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne, qui héritera de la vicomté. Il y reçoit avec magnificence en 1650 Marie-Clémence de Maillé-Brézé, princesse de Condé, partisane comme lui de la Fronde. En 1188, le château fut pris et endommagé par Richard Cœur de Lion. Le 8 mai 1738, Turenne est vendue à Louis XV pour rembourser les dettes de jeu de Charles Godefroy, le dernier des vicomtes de la famille de la Tour d'Auvergne. Dans le premier tiers du XIIe siècle s'assemblent en forêt d'Aubazine, autour de l'ermite Étienne de Vielzeau, des hommes et des femmes qui, ayant adopté la règle de Saint-Benoît, érigent un monastère d'hommes, puis un monastère de femmes. La première pierre de l'église abbatiale a été posée et bénie le vendredi d'avant les rameaux, 1156. L'abbaye possède de superbes stalles du XVIIIe siècle et leur miséricorde décorée de visages très expressifs. L'armoire liturgique en chêne du XIIe siècle est la plus ancienne de France. Pièce majeure de l'abbatiale, le spectaculaire tombeau de Saint-Étienne exécuté en calcaire au XIIIe siècle. Les restes d'Étienne de Vielzeau, plus connu sous le nom de Saint-Étienne d'Aubazine, y ont été transférés depuis l'abbaye de Bonnègue vers 1280. On y voit Saint-Étienne agenouillé devant la Vierge, accompagné des abbés des monastères qu'il a fondés. Parmi les plus célèbres abbés d'Aubazine figure François d'Escoubaux de Sourdis, archevêque de Bordeaux et cardinal. Il était le cousin de Gabrielle d'Estrées, la favorite d'Henri IV. Parmi eux également Charles-Antoine de la Roche-Aymon, cardinal archevêque de Reims et grand aumônier de France. Il administra les sacrements à Louis XV mourant et avait marié Louis, dauphin de France, à Marie-Antoinette avant de le sacrer roi de France à Reims. Avec sa forêt de tourelles, de clochetons et de toits à poivrières, Uzerche, la perle limousine, est la séduction même. Dotée d'une première enceinte fortifiée au 7e siècle, elle vit Pépin III le Bref, roi des Francs, élever pas moins de 18 tours de fortification, conscient de l'intérêt stratégique du site.
Nous voici à la porte Bédary et à l'hôtel de Cléda. Les armes d'Uzerche comportent outre 2 bouveaux, 3 fleurs de lys octroyées à la ville en 1374 par le roi Charles V en récompense de sa défense face aux Anglais. Avec l'autorisation du roi et du pape, débuta au Xe siècle la construction d'un monastère. L'abbaye bénédictine, puissante et prospère, connut son âge d'or au XIIe et XIIIe siècle. Il n'en reste que l'église Saint-Pierre, monument incontournable de l'art roman limousin. Le pape Urbain II, se rendant à Clermont-Ferrand en compagnie de Pierre l'Ermite afin de préparer la première croisade, fit en l'an 1095 une halte à Uzerche. Henri II d'Angleterre en 1156, la femme de celui-ci Aliénor d'Aquitaine, ainsi que leur fils Richard Cœur de Lion, en l'an 1189, s'arrêtèrent au monastère. Saint-Louis en 1244 et 1256, Philippe III le Hardi en 1285, le pape Clément V en 1306 et Charles IV le Bel en 1324 visitèrent les lieux. Les guerres de religion mirent à mal la prospérité de la cité. En 1575, le vicomte de Turenne, à la tête des Huguenots, saccagea l'abbaye. On commença à abattre les imposantes murailles sous Richelieu. La maison Essartier fut le logis d'une famille d'apothicaires des générations durant. L'hôtel de Clary-Saint-Angèle, ou château de Taillac, des XVIe et XVIIe siècles, fut la demeure des Gautier, personnages importants de la cité. Louis XIII fut reçu à l'hôtel du Sénéchal en l'an 1632. De l'ancienne forteresse, édifiée vers l'an 1000 et détruite lors des troubles qui suivirent la mort de Richard Cœur de Lion à Chalut en 1199, il ne reste rien. Le château a été reconstruit au XVe siècle par Geoffroy et Élie de Pompadour, évêque de Viviers. La seigneurie de Pompadour a été érigée en marquisat en l'an 1614. Le château est remanié au XVIIIe siècle lorsque le roi Louis XV l'offre à sa maîtresse, Jeanne-Antoinette Lenormand d'Étiolles-Nez-Poisson, ce qui permit à celle-ci de devenir marquise, d'acquérir la noblesse et de devenir la célèbre marquise de Pompadour. La marquise n'y résida pas, mais y favorisa l'élevage de chevaux et créa le haras de Pompadour en 1760. Quelques 130 années plus tôt, en août 1634, Louis XIII a accordé à Jean III, marquis de Pompadour, la charge de lieutenant général du Limousin. Le marquisat sera racheté en 1761 par le duc de Choiseul. La Révolution fera cesser les activités du haras et le site à l'abandon sera cédé à l'État sous le consulat. Napoléon Ier remettra le haras en fonctionnement et y introduisit dès 1806 l'élevage des talons arabes pour la campagne d'Égypte. Pompadour possédait ainsi le cheval limousin préféré de Napoléon Ier. Encore une découverte non prévue sur notre route, celle de Ségur-le-Château, classée parmi les plus beaux villages de France. Situé sur la presqu'île d'une boucle de l'Auvézère, Ségur-le-Château
est, comme son nom l'indique, un lieu sûr qu'avaient choisi les vicomtes de Limoges pour y établir au XIIe siècle leur château fort à double enceinte. Durant la guerre de Cent Ans, la forteresse, après occupation par les Anglais, est confisquée par le roi de France et devient une place forte royale. Les maisons nobles, à tourelles ou à colombages, témoignent en nombre de l'époque fastueuse que connut le village du XIIe au XVIIIe siècle, rendant justice sur 361 seigneuries de la région. La maison Henri IV, baptisée ainsi en l'honneur de la famille d'Albret, car ici naquit Jean d'Albret, premier roi de Navarre et aïeul de Jeanne d'Albret, la mère de Henri IV. Le château de Bonneval, dans son état actuel, date du XIVe siècle, probablement construit par Jean Ier, seigneur de Bonneval. Il est célèbre pour appartenir à la même famille depuis plus de 10 siècles et pour avoir appartenu à Claude Alexandre, comte de Bonneval. Celui-ci, né au château en 1675, était un officier français, connu sous le nom de Umbarachi Ahmed Pacha, après son passage au service de l'Empire ottoman comme général du sultan, après s'être mis au service de l'Autriche. Tout ceci après avoir été disgracié pour avoir offensé Madame de Maintenon et condamné à mort. Il mourut à Constantinople le 23 mars 1747. Mais entrons dans les lieux. On peut admirer un riche mobilier d'époque allant de la Renaissance au Directoire. Le plafond du salon a été peint par Boucher. Des tapisseries remarquables d'Aubusson et de Fontainebleau agrémentent les lieux. Dans le salon de Diane, partie de la cheminée provient du château d'Annette, celui de Diane de Poitiers. Nous voici dans la chambre d'Henri IV. Le roi était venu dormir au château la veille de la bataille de la Roche-l'Abeille qui opposera l'armée royale aux Huguenots de l'amiral Coligny. Au XVIIIe siècle, Hippolyte de Bonneval, amoureux du château, va lui donner l'ensemble de ses lettres de noblesse, des travaux en pagaille. La gloire du lignage est mise en avant. Petite chapelle dans le style orthodoxe. La petite église Saint-Saturnin de Coussac-Bonneval du XIIe siècle, remaniée au XVe, outre quelques traces de fresques, possède un haut relief en bois polychrome du XVIe siècle représentant l'hommage du doge de Venise au pape Jules II, qui fut peut-être conçu à Venise et donné par un membre de la famille Bonneval. La lanterne des morts du XIIe siècle marquait l'entrée du cimetière médiéval. Au hasard du chemin, nous découvrons l'église Saint-Dulcet qui date du XIIe siècle lorsque les reliques du saint furent transportées ici pour échapper aux bandes de Normands qui mettaient l'Aquitaine à feu et à sang. Les lieux abritent un trésor. Parmi les 3 chasses reliquaires médiévales, le bras en cuivre date du XIVe siècle, mais la chasse de Saint-Dulcet est la plus remarquable, œuvre d'orfèvre limousin du XIIIe siècle.
Ici, sur un même site, se regroupent deux châteaux, le Bas-Chaluçay fondé fin du XIIe siècle et un château du dernier tiers du XIIIe siècle, le Haut-Chaluçay. Nous voici dans le Bas-Chaluçay avec son donjon, la tour Jeannette de 23 mètres de haut. La maison du chevalier. Nous voici à la chapelle du Haut-Chaluçay. Enjeu de pouvoir appartenant au domaine de l'abbaye de Solignac, le château était symbole de la puissance seigneuriale, évêque ou vicomte de Limoges qui s'en disputait le contrôle. La grande salle d'apparat avec sa cheminée dans le grand logis oriental. À partir de 1270, Géraud de Maulmont, conseiller des vicomtesses de Limoges et du roi de France, transforme la petite forteresse en un puissant château fort. Le Haut-Chaluçay devient un imposant palais. Chaluçay bas et haut, forteresse royale, devient alors le plus grand château fortifié du Limousin. En 1376, durant la guerre de Cent Ans, il est pris par ruse par des routiers anglais. Perrault le Béarnais, l'un d'entre eux, s'en servira de base pour écumer les alentours. Il n'en sera délogé qu'en 1394. Le château servira de point d'appui lors des guerres de religion du XVIe siècle et sera en grande partie ruiné en 1594. Blotti dans un écrin de verdure, c'est un surprenant château édifié au XIIe siècle par Guillaume IX d'Aquitaine, le duc troubadour, chantre de l'amour courtois. Son fils, Guillaume X, comte du Poitou et duc d'Aquitaine, père d'Aliénor d'Aquitaine né en ces lieux, en agrandira le donjon. En l'an 1200, suite au mariage de Mathilde de Château-Guillaume avec Humbert de la Trémoille, le château passe à cette lignée jusqu'en 1526, date du mariage de Jacqueline de la Trémoille avec Claude Gouffier, duc de Rohanais, marquis de Boissy, grand écuyer. Leur fille, Claude Gouffier, dame de Château-Guillaume, sera dame d'honneur de Catherine de Médicis. Le château sera démantelé sous Richelieu et remanié par un disciple de Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Juste un regard sur l'intérieur somptueux, interdit de prise de vue. De cette imposante forteresse médiévale, le premier propriétaire identifié serait au XIIe siècle le seigneur Guy Sénébaud, compagnon d'armes de Philippe Auguste. Son fils, Aymery Sénébaud, est réputé avoir accompagné Saint-Louis à la 7e croisade. Par la suite, au XIVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans, le château sera livré aux Anglais par Éliote de Pribuzançais, veuve de Pierre de Naillac de Garguilès et compagne du chef de bande Artaud du Cel. Vers 1370, le château est repris aux Anglais par Perrault d'Oradour, à qui, en mars 1371, Charles V, dit le Sage, confirme la possession. Le château restera dans la famille d'Oradour jusqu'en 1451. En 1519, le château est la propriété des Rochechouart de Mortemart par l'union de René Tavot, dame de Lussac et du Bouchet, avec François de Rochechouart de Mortemart. Un de ses descendants, Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart, ayant passé la plus grande partie de son enfance auprès du dauphin Louis, était intime de celui-ci devenu Louis XIII.
Il est le père de Françoise Athénaïs, marquise de Montespan, qui fut la favorite de Louis XIV et qui vint au château de son père à plusieurs reprises. Ici était prévue la chambre du roi pour la qualité de l'emplacement avec sa vue sur les étangs de la Brenne. La salle du trésor où étaient conservés les titres, contrats, droits de propriété et archives du seigneur. Au XVIIe siècle, le comte de Maure, frère cadet du duc de Mortemart, décide d'embellir sa demeure tout en conservant la plupart de ses extérieurs médiévaux, prouvant ainsi la légitimité et l'ancienneté de la lignée. Aux confins de la Touraine et du Berry, Azay-le-Féron est dominé par la silhouette de son château. Place fortifiée au Moyen-Âge, gravement endommagée pendant la guerre de Cent Ans, le château fut remis en état une première fois en 1422. À la fin du XVIe siècle, il est à nouveau restauré et transformé. Le château est constitué de 4 parties construites à différentes époques. La tour Frottier au XVe siècle, le pavillon François Ier au XVIe, l'aile d'Humières au XVIIe et le pavillon de Breteuil au XVIIIe siècle. Une longue lignée de propriétaires se succède depuis le XIIIe siècle. En 1250, Nicolas Turpin de Crissey est le premier seigneur connu. En 1412, le seigneur des lieux est Antoine de Preuilly, descendant des Turpins. Mais continuons la visite en entrant dans les lieux. La salle à manger de chasse. La salle des gardes, transformée en salle des trophées rapportés de la vallée du Nil. L'une des 3 cuisines du château. Mais revenons aux occupants successifs des lieux. Par son mariage avec la sœur d'Antoine Preuilly, le château passe à Pierre Frottier en 1423. En 1487, le propriétaire en sera Pierre Frottier, petit-fils du précédent, chargé de l'éducation de la 3e fille de Charles VII et d'Agnès Sorel. Nous voici dans la chambre de Madame avec son mobilier empire où l'on trouve partout le signe de l'impératrice Joséphine, mobilier ayant appartenu à Napoléon qu'il avait offert à sa sœur Caroline pour son mariage avec Murat. Dans la chambre de Monsieur, le superbe parquet composé de 15 essences de bois différentes est du début du XVIIIe siècle. Dans la bibliothèque, la superbe tapisserie du XVIIe siècle réalisée en fil d'or et en soie a été tissée pendant une vingtaine d'années. Sur la cheminée, la vision idéalisée du château féodal. Superbe salon d'apparat avec l'une des 61 cheminées qui peuplent les lieux. Le magnifique plafond à caissons est du XVIIe siècle. Revenons à ceux qui ont vécu ici. De 1607 à 1630, César de Vendôme, fils d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, devenu baron de Preuilly, prend possession de la terre d'Azay.
En 1648, Louis IV de Crevant, duc d'Humières et maréchal de France, naît à Azé. Il effectuera d'importantes transformations au château. En 1699, Louis-Nicolas Le Tonnelier de Breteuil achète la baronnie de Preuilly et fait d'importantes transformations dans les lieux. Sa fille Gabrielle Émilie fut l'amie de Voltaire. Le château de Palluau-Frontenac, avec ses bâtiments d'habitation de style gothique, encadrés par les puissantes tours vestiges de son passé défensif, est mentionné dès l'an 1073. Il est connu pour ses salons ornés de tapisseries, sa salle d'armes et pour les fresques remarquables de sa chapelle. Lors des démêlés d'Henri II et de Philippe Auguste, il fut tour à tour pris par Philippe Auguste, repris par Richard Cœur de Lion, puis une seconde fois par le monarque français. Pendant la guerre de Cent Ans, la seigneurie est détenue par la famille Tranche-Lion. Le château sera pris en 1356 par les Anglais, ils le rendront en ruine en 1360 et Hugues de Tranche-Lion va le restaurer. Le château nous étant déclaré définitivement fermé à la visite, continuons à évoquer sa riche histoire en parcourant l'ancienne collégiale Sainte-Ménéhould du XIIe siècle, en contrebas du château. Le 25 février 1606, le château est vendu à Antoine de Buade de Frontenac, compagnon du roi Henri IV. Les Frontenac vont marquer les lieux de leur empreinte. La baronnie de Palluau fut érigée en comté en faveur de Henri de Buade de Frontenac, premier maître d'hôtel et conseiller du roi Louis XIII. Son fils, Louis de Buade de Frontenac, comte de Palluau, sera nommé gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France, aujourd'hui le Québec, où il engagea des campagnes réussies contre les Iroquois et les Anglais. En l'an 1700, Paul de Beauvilliers, père de France, grand d'Espagne, duc de Saint-Aignan et comte de Busançais, est le nouveau propriétaire du château. Protégé de Madame de Maintenon, il fait partie du Conseil des Finances, puis du Conseil d'en haut avec rang de ministre d'État. À l'origine, Bouges était une seigneurie avec un château fortifié que fit remplacer en 1759 Claude Charles-François Leblanc de Marnaval, fermier général de Louis XV, par une élégante construction à l'italienne. Ruiné en 1779, son château est saisi et vendu à Jean-François, marquis de Roche-Dragon, maître de camp des armées du roi, colonel général d'infanterie. Entrons dans les lieux. Nous voici dans le hall d'honneur. La chambre d'honneur dont le sol est orné d'une tapisserie d'aubusson à fleurs comme la plupart des autres pièces. Le cabinet de travail illustre le style Régence par ses boiseries murales. Le salon-bibliothèque au ton bleu avec au mur des chinoiseries. Le grand salon avec ses lustres à pendeloques et ses lambris verts aux moulures dorées. La salle à manger. L'atelier, pièce à vivre, avec ses meubles en acajou. La chambre de madame avec murs et fenêtres ornés de la même indienne. La chambre au perroquet avec son papier peint dont les motifs se répètent sur les tentures. Mais revenons au propriétaire des lieux au fil du temps.
Le 31 janvier 1818, les héritiers Roche-Dragon vendent Bouge à Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, qui possède non loin de là le château de Valençay. Talleyrand utilisera peu le château et le mettra à disposition de Dorothée de Courlande, duchesse de Dinaud, épouse de son neveu Edmond. Après être passé par différentes mains, le château est vendu à Henri Viguier, directeur du bazar de l'Hôtel de Ville, et à son épouse Renée, issue d'une riche famille de drapiers. Il lui redonne vie en acquérant un mobilier exceptionnel en harmonie avec les lieux et modernise le château. Henri Viguier se consacrera ici à son amour du cheval. Les écuries, selleries et salles de voitures hippomobiles en sont une parfaite représentation. En 1967, sans descendants, le couple lègue le domaine au Centre des Monuments Nationaux. Nous voici à Bourges, la cité de l'argentier Jacques Coeur, où nous commençons la visite par son splendide palais. Sa façade orientale est richement décorée avec ses fenêtres à croisillons, ses toits effilés, ses balustrades, ses lucarnes à épis de faîtage. De part et d'autre de la loge à feston apparaissent dans l'entrebâillement de fenêtres simulées le maître et la maîtresse des lieux. L'argentier regarde sa belle demeure dont il n'a pu profiter. La construction de l'hôtel de la Chaussée par Jacques Coeur, argentier de Charles VII, coûta 100 000 écus d'or, débuta en 1443 et a été terminée 10 ans plus tard. Jacques Coeur était tombé en disgrâce en 1451 et emprisonné jusqu'en 1454 avant de s'évader et de se réfugier sur l'île grecque de Chios. Nous voici dans la salle des festins, salle de réception avec sa cheminée monumentale et à droite un superbe portail. Dans un angle, une loggia pour les musiciens. Dans la salle d'apparat est reconstitué le tombeau du duc Jean de Berry avec ses 40 pleurants. La salle des échevins est décorée de peintures en grisaille du XVIIe siècle. La chambre des galets était consacrée à la flotte de l'Argentier. Il en reste un haut relief en tympan de porte. La chambre des études. À la chapelle, les oratoires étaient réservés à Jacques Coeur et à son épouse Massé de Léo de Part. Au plafond, les anges déroulent de longs phylactères. Dans l'oratoire de Jacques Coeur, sa devise « À vaillant cœur, rien impossible ». Pietà du XVIe siècle. La galerie sud avec son élégante voûte en accolade. L'une des cheminées illustre les loisirs de la noblesse. Couple de nobles jouant aux échecs ou encore prenant des fruits dans une corbeille. L'autre cheminée illustre les jeux de la guerre. Son décor simule la défense d'une forteresse.
En cette fin de visite, revenons à l'histoire des lieux. Le palais fut confisqué avec tout son mobilier par le roi Charles VII qui en était jaloux et finalement restitué au fils de Jacques Cœur en 1457. Il fut revendu en 1552 à Claude de Lobépine, secrétaire d'État aux Finances. Le palais connut alors la vie animée et brillante des gens de pouvoir pendant plus de 100 ans. Adjugé par décret au ministre Jean-Baptiste Colbert en mai 1679, ce dernier le rétrocéda à la municipalité de Bourges en janvier 1682. Au gré des ruelles de la vieille ville. La Fontaine-le-Bon est le portail de l'hôtel de Bingui. La maison dite maison natale de Jacques Cœur. L'hôtel L'Allemand, édifié au XVe siècle pour les frères Lallemand, échevins et officiers royaux des finances. L'hôtel des échevins, dont le corps de logis bâti en 1489 dans le style gothique flamboyant, possède une tour octogonale avec des personnages armés montant la garde. Avec ses immenses cheminées, l'hôtel offre un superbe écrin de pierre à un musée d'art contemporain. Nous continuons notre exploration de ce riche patrimoine par la visite de la cathédrale Saint-Étienne. Construite entre la fin du XIIe et la fin du XIIIe siècle, elle fut consacrée le 13 mai 1324. Au cours du XIVe siècle, il fallut étayer la tour sud. La façade ouest fut remaniée et le duc Jean de Berry offrit la grande verrière. Le XVe siècle vit s'ajouter des chapelles latérales et la sacristie du chapitre due à la libéralité de Jacques Cœur. L'ensemble des vitraux du XIIe au XVIIe siècle constitue l'une des plus riches collections de France. Dans la chapelle Jacques Cœur, 3 priants de la famille de l'Aubépine du XVIIe siècle. Dans l'abside, les priants de Jeanne de Boulogne et du duc Jean de Berry. Le priant du maréchal de Montigny d'une ressemblance frappante avec Henri IV. L'horloge astronomique a été conçue par le chanoine mathématicien Jean Fusoris en 1424 et décorée par Jean Grangier. Par la galerie nord, descente à la crypte. Ce lieu, improprement appelé crypte puisqu'il n'est pas enterré, a été édifié à partir de 1195. Une épure grandeur nature de la rosace ouest est gravée sur le dallage et a servi au tailleur de pierre. On peut admirer les fragments du jubé qui servaient comme livre d'images à l'instruction des fidèles qui, érigé vers 1250, a vu ses sculptures décapitées ou détruites par les protestants en 1562. La marmite de l'enfer est spectaculaire. Le tombeau du duc Jean de Berry, frère du roi Charles V, mutilé à la Révolution, était doté d'une partie basse ornée de 40 pleurants, comme vu au palais de Jacques Cœur. Ses pieds reposent sur un ours enchaîné et muselé que l'on retrouve sur son sceau.
Dans la rotonde, une mise au tombeau en pierre peinte sous un baldaquin qu'est son Renaissance date de 1520. Le portail nord. C'est dans les jardins de l'évêché, avec cette vue superbe sur le chevet de la cathédrale, que se termine notre visite de Bourges. Nous voici à Issoudun, ville réputée pour ses foires et ses vins au Moyen Âge. En 1195, de retour de croisade, Richard Cœur de Lion, duc d'Aquitaine et roi d'Angleterre, pour qui garnison est tenue à Issoudun, renforce sa défense en faisant ériger un donjon égal en puissance à celui de Bourges, c'est la Tour Blanche. En l'an 1200, le fief d'Issoudun est donné par le roi d'Angleterre Jean sans Terre à sa nièce Blanche de Castille pour son mariage avec Louis VIII, fils de Philippe Auguste. Blanche de Castille fait édifier ici des halles et y achète des maisons, mais en 1242, elle donne la ville à son fils Saint-Louis et Issoudun devient ville royale. Au Moyen Âge, la tour servira de prison, d'où les nombreux graffitis qui ornent les murs. Le beffroi, ancienne porte fortifiée, vestige du château, servait également de tour de guet et de prison. L'ancien hospice Saint-Roch réunit sculptures médiévales, apothicaillerie, art contemporain et océanien. Construit au XIIe siècle, l'hospice accueillait malades, vieillards et enfants abandonnés. Boucle de ceinture mérovingienne. Griffon d'origine médiévale. La salle des hommes, salle des malades, conserve de beaux sarcophages. Pierre tombale avec gisant d'un abbé du XIIe siècle provenant de la crypte de l'abbaye Notre-Dame. La chapelle de l'Hôtel-Dieu, construite vers 1500, présente un ensemble de bâtons de corporation que les confréries portaient en tête de leur procession. Bâtons des menuisiers du XVIIe siècle. Bâtons des mégiciers et des tanneurs. Bâtons de la corporation des bouchers. Bâtons des tailleurs de pierres et maçons. Vitrail du XVIe siècle avec des armoiries de recteurs de l'Hôtel-Dieu. Deux magnifiques sculptures exécutées au XVe siècle représentent l'arbre de Jessé. Elles illustrent la double généalogie du Christ, prophètes et rois. L'arbre des prophètes avec les ancêtres spirituels du Christ est un chêne. Ces riches sculptures de 3 mètres sur 6 étaient polychromes, comme l'était toute la chapelle. L'arbre des rois de Juda, avec les ancêtres du Christ, de Jessé à Joseph, est un figuier. Dans la salle des femmes, une remarquable collection d'instruments anciens de médecine et de chirurgie. Voici l'officine de l'apothicaillerie avec ses bouilloires en cuivre pour préparer les macérations et la réduction des préparations. L'alambic à double corps était indispensable pour la distillation des élixirs. L'apothicaillerie, fondée en 1646 avec ses 379 pots en faïence de Nevers et ses silènes richement décorées et posées en haut des meubles, dans lesquels étaient conservées les drogues, les plantes séchées, les racines et les écorces.
Charlemagne, qui vénérait Saint-Cyr, aurait fondé au 8e siècle cette collégiale qui a été reconstruite au 12e siècle dans le style roman. Une très belle verrière des 14e et 15e siècles illumine la nef. Splendide maître-autel en marbre surmonté d'une croix, d'un tabernacle et de 6 chandeliers, le tout offert par Louis XIV. C'est ici que s'achève notre découverte d'Issoudun. Pour comprendre la richesse et les heures de gloire qu'a connu le château de Mehun-sur-Yèvre et le peu qu'il en reste, commençons par des vues de celui-ci avant la Révolution. L'existence d'un château défensif remonte sans doute au IXe siècle. En 1360, Jean de France, duc de Berry, se voit attribuer le fief de Mehun-sur-Yèvre et en fait une résidence de plaisance luxueuse et prodigieuse. Le château accueille nombre de seigneurs et de personnages historiques. Charles VII y reçoit les plus grands personnages de son temps, tels son argentier Jacques Coeur, les capitaines comme Jean d'Alençon, Jean de Dunois, Étienne Lahire, ainsi que Jeanne d'Arc. Poursuivons l'histoire des lieux tout en visitant la collégiale Notre-Dame dont la construction débuta à l'orée du XIe siècle. C'est dans la grande salle du château que Charles VII remet à Jeanne d'Arc ses lettres de noblesse à la Noël 1429. Cette charte anoblit Jeanne et toute sa famille. C'est un acte fort qui, avec la mort du souverain en son château le 22 juillet 1461, font entrer Mehun dans les grandes heures de l'histoire de France. Yolande d'Aragon, conseillère du roi et mère de la reine Marie d'Anjou, contrôle la cour. La reine Marie d'Anjou, devenue veuve, s'installe à Mehun. Elle mourra en 1463 sur le chemin de retour d'un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Mais avant tout cela, Agnès Sorel et Antoinette de Maignelet, cousine et favorite du roi, ont vu profusion de réceptions organisées en leur honneur en la résidence de Mehun. Le château fut délaissé après le règne de Charles VII. La Révolution le verra exploité comme carrière de pierre. À voir le château, tel qu'il apparaît dans les riches heures du duc de Berry, quel gâchis! Au XIIe siècle, les comtes de Sancerre deviennent propriétaires des terres de Ménétou-Salon et y font construire le premier château à l'emplacement de l'actuel. En l'an 1450, Jacques Coeur, argentier du roi, achète le domaine, mais tombé en disgrâce, Charles VII l'attribue à la cousine d'Agnès Sorel, Antoinette de Maignelet. En 1773, la famille Brancas de Lauragais reçoit le château en héritage. La même année, leur fille Pauline épouse un jeune prince allemand. Louis Engelbert, prince et duc d'Arenberg, grand d'Espagne et chevalier de l'ordre de la Toison d'Or. À la Révolution, Madame de Brancas de Lauragais est arrêtée et à la tête tranchée. Le château est confisqué et les terres vendues aux habitants de Ménétou-Salon. En 1796, la famille d'Arenberg récupère le château, rachète les terres, reconstituant ainsi le domaine de 1100 hectares. Jetons un coup d'œil à l'intérieur des lieux, interdits de prise de vue. On y découvre un grand salon et 2 bibliothèques remarquables. La chapelle.
Au XIXe siècle, le prince Auguste d'Arenberg décide de faire du château un fleuron de style néogothique en s'inspirant du palais de Jacques Cœur. On ne peut omettre de citer le superbe château de Valençay, celui du prince de Talleyrand, en parlant du Berry. Nous en avons rapporté la splendeur dans 2 films précédents. Ici s'achève notre périple en terre du Berry et du Limousin, qui nous a vu découvrir avec bonheur une trentaine de ces nombreux châteaux, sans oublier quelques abbayes, cathédrales, églises et autres cités médiévales.